Vous avez toujours voulu prendre le contrôle total de votre vie, mais quelque chose semble vous retenir. La vérité, c'est que personne ne peut vivre à votre place. Personne ne peut ressentir vos ambitions, vos peurs ou vos frustrations. Se concentrer sur soi-même n'est pas un luxe, c'est une nécessité si vous voulez transformer votre existence. Bienvenue sur Livre Sacré. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 étapes pour se concentrer sur soi et transformer sa vie. Écrire par Jackson Green lu et présenté par Livre Sacré. Si vous aimez les contenus pareils, n'oubliez pas de s'abonner, d'aimer et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voici donc les 10 étapes pour se concentrer sur soi et transformer sa vie. Introduction. Vous avez toujours voulu prendre le contrôle total de votre vie, mais quelque chose semble vous retenir. La vérité, c'est que personne ne peut vivre à votre place. Personne ne peut ressentir vos ambitions, vos peurs ou vos frustrations. Se concentrer sur soi-même n'est pas un luxe, c'est une nécessité si vous voulez transformer votre existence. Dans ce guide en 10 étapes, je vais vous montrer comment construire une vie où le respect de soi, la valeur personnelle, la vision claire et la motivation profonde deviennent vos alliés. Vous apprendrez à transformer vos souffrances en force constructive, à découvrir l'héroïsme quotidien qui sommeille en vous, à affronter le risque avec courage et à développer la discipline qui garantit que vos efforts ne s'évaporent jamais. Ces 10 étapes ne sont pas de simples principes abstraits. Elles sont des stratégies concrètes pour que chaque décision, chaque action et chaque pensée vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Vous allez apprendre à vous traiter avec le respect que vous méritez, à reconnaître votre valeur même face aux échecs et à canaliser votre énergie pour créer un impact réel dans votre vie et dans le monde autour de vous. Il est temps de cesser de subir la vie et de commencer à la diriger avec maîtrise et conscience. Ce voyage exige du courage, de la constance et de la clarté. Mais les récompenses sont immenses. Une existence pleine de sens, de puissance et de satisfaction profonde. Prêt à franchir ce seuil? Ensemble, explorons ces 10 étapes pour se concentrer sur soi et transformer votre vie, et faisons de vous l'auteur de votre propre succès. Étape 1. Le respect de soi. Si tu veux vraiment te connaître, il ne suffit pas de te poser des questions superficielles. Il faut aller au-delà de l'apparence, au-delà du confort, et affronter la vérité nue. Assieds-toi sur ton lit, dans le silence de la nuit, et regarde-toi dans ton esprit avec une honnêteté totale. Dis-toi, ma vie n'est pas tout ce que je voudrais qu'elle soit. Peut-être même qu'elle n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. Et quand je dis « besoin », je ne parle pas de ce qui est agréable ou pratique. Je parle de ce qui est indispensable pour te rendre vivant, pour que tu cesses de fuir tes propres faiblesses. La souffrance que tu ignores, le mal-être que tu refuses de regarder, peut te transformer en quelqu'un de dur, de cynique, de jaloux, de colérique. Elle peut te rendre incapable d'aimer correctement, incapable de pardonner, incapable de construire des relations saines. Elle peut te pousser à voir le mal partout, sauf là où il est le plus dangereux, dans ton propre cœur. Alors, pose-toi cette question avec courage. Quelle est la chose que je fais mal, que je sais que je fais mal, et que je peux changer dès maintenant? Reste seul avec cette question. Médite sur elle. La réponse viendra, mais elle ne sera pas celle que tu veux entendre. Elle sera celle dont tu as besoin. Et souvent, elle ne pointera pas vers de grands gestes spectaculaires, mais vers de petites actions, minuscules, presque invisibles, et pourtant fondamentales. Carl Jung disait que les hommes modernes ne voient pas Dieu parce qu'ils ne regardent jamais assez bas. Et ce qu'il voulait dire, c'est que le changement, la transformation personnelle, commence dans les détails les plus simples, les plus immédiats, là où tu peux agir dès maintenant. Regarde autour de toi. Ta chambre est en désordre, ton espace est chaotique. Et une petite voix intérieure te dit « Tu devrais ranger ça ». Et toi, tu réponds « Moi, je suis au-dessus de ça. Ranger ma chambre est insignifiant ». Mais c'est exactement là que réside le piège. Si tu te crois trop important pour gérer ce qui est à toi, comment pourrais-tu un jour organiser autre chose dans ta vie? L'arrogance commence par le refus de voir ce qui est sous ton contrôle. Commence alors par les petites choses. Mets-toi à genoux, prends ce balai, cette brosse, et commence à nettoyer. Commence par le concret, par ce que tu peux toucher. C'est là que le changement prend racine. Les micro-actions sont le secret de toute transformation durable. Ces petites améliorations, répétées jour après jour, transforment non seulement ton environnement, mais aussi ton esprit. Tu apprendras la discipline, la patience et la puissance de l'action concrète.
Chaque fois que tu corriges une petite chose, tu crées un effet domino. Ta chambre devient plus propre, ton esprit devient plus clair. Les petites victoires se multiplient, et peu à peu, tu te rends compte que tu es capable de changer ce qui semblait impossible. Tu construis ton caractère, tu apprends à te maîtriser, à te respecter, et surtout, à ne plus te mentir à toi-même. C'est dans ces gestes simples que se cache la grandeur. Ce n'est pas l'illusion des grands projets ou des rêves lointains qui transforment ta vie, mais la constance dans les détails, l'honnêteté envers toi-même et le courage de faire ce que tu sais être juste, même si c'est petit, même si c'est humble. Alors commence aujourd'hui. Commence par une seule micro-action. Nettoie ce qui est devant toi, corrige ce que tu sais être faux et observe la transformation intérieure qui s'ensuit. Chaque petit pas te rapproche de la personne que tu es vraiment destiné à devenir. Et un jour, ces micro-actions se transformeront en un changement massif et profond. Parce que le vrai pouvoir réside dans la constance, la patience et la sincérité envers soi-même. Étape 2. Tu mérites du respect. Oui, toi, pas seulement de manière abstraite, mais concrètement, profondément, dans chaque aspect de ta vie. Tu es important pour les autres, mais surtout pour toi-même. Tu joues un rôle vital dans le déroulement du destin du monde, que tu le reconnaisses ou non. Et parce que ta vie a de la valeur, parce que ton existence a un impact, tu as une obligation morale de prendre soin de toi. Cela signifie que tu dois t'accorder de l'attention, de la bienveillance et du soin, de la même manière que tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes profondément et que tu estimes. Prends un moment pour comprendre la portée de cela. Il ne s'agit pas simplement de se sentir bien, de se faire plaisir ou de rechercher le confort immédiat. Il s'agit de te traiter avec la même rigueur, la même loyauté et la même responsabilité que celle que tu aurais pour un enfant, un ami ou un être cher que tu es chargé de protéger. Ce soin ne se limite pas à des gestes superficiels. Il s'agit de préserver ton intégrité, ton équilibre et ton potentiel, et de bâtir une vie qui a du sens et qui est digne de toi. Chaque personne est imparfaite. Nous échouons tous à atteindre la perfection, nous tombons tous court face à l'idéal de ce que le monde, la vie ou même la divinité attend de nous. Mais si cette réalité signifiait que nous n'avons aucune responsabilité envers nous-mêmes, alors nous serions condamnés à la souffrance constante. Le monde serait un endroit brutal et injuste, et cela ne ferait qu'aggraver les défauts et les injustices déjà présents. Ce n'est pas la voie à suivre. La bonne voie consiste à prendre soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un d'autre, avec honnêteté, courage et responsabilité. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour moi? Et attention, ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement ce qui te fait plaisir, ni ce qui te rend heureux sur le moment. Le bonheur immédiat n'est jamais synonyme de bien. Donner un bonbon à un enfant le rend heureux, mais ce n'est pas ce qui est réellement bon pour lui. Le véritable soin implique de faire ce qui est nécessaire, même si c'est difficile, même si cela demande discipline et effort. Il faut apprendre à se mettre en ordre, à se structurer, à renforcer sa vie par des actes concrets. Regarde autour de toi. Ton espace, ton corps, ton esprit, ton emploi du temps. Tout cela reflète ton niveau de soin pour toi-même. Si tu refuses de ranger ta chambre, de prendre soin de ton corps, de nourrir ton esprit, tu ne peux pas espérer organiser ta vie ou accomplir de grandes choses. Le changement commence par les micro-actions, les gestes simples mais essentiels. Nettoyer, organiser, planifier, nourrir ton corps et ton esprit. Ces petits pas sont les fondations de tout progrès durable. Pense à l'avenir. Imagine une vie où tu prends soin de toi correctement. Comment te sentirais-tu si tu travaillais dans un environnement qui te met au défi, te rend productif et utile, et te permet de contribuer pleinement à la société? Que ferais-tu pour améliorer ta santé, ton esprit, ton corps et tes compétences? Quelles habitudes mettraient en place une croissance réelle et durable dans ta vie? Pour répondre à ces questions, il faut commencer par savoir où tu en es, connaître tes forces et tes faiblesses, et comprendre tes limites afin de pouvoir les dépasser. Connaître qui tu es réellement te permet de bâtir un plan pour l'avenir. Déterminer où tu veux aller te permet de réduire le chaos, de rétablir l'ordre et d'amener l'espoir et la force dans ta vie. Tu dois formuler tes principes et tes valeurs, non pas seulement pour te guider, mais pour te protéger des influences néfastes et des personnes qui pourraient profiter de toi. Ta sécurité, ta stabilité et ton bien-être dépendent de ta capacité à te respecter et à agir selon tes propres standards. La discipline est la clé. Tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Récompense-toi quand tu réussis,
mais ne cède pas aux tentations qui détruisent ta progression. La confiance et la motivation viennent de cette cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Chaque geste conscient, chaque effort réfléchi te rapproche d'une version de toi-même plus forte, plus capable et plus respectueuse. Se respecter soi-même signifie aussi anticiper l'avenir. Que ferais-tu si tu prenais soin de toi comme il se doit? Quelle carrière te rendrait productif et épanoui? Comment pourrais-tu développer ton corps et ton esprit pour devenir résilient et utile? Comment organiserais-tu ta vie pour limiter le chaos, renforcer ton équilibre et maximiser ton impact positif sur le monde? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont la base d'une vie digne, responsable et pleinement vécue. Prends ce temps pour toi. Évalue-toi avec honnêteté. Confronte tes faiblesses. Organise ton espace, ton corps et ton esprit. Construis ta discipline, tes habitudes et ton plan d'action. Chaque micro-action que tu entreprends est une pierre posée pour bâtir une vie respectueuse de toi-même et des autres. Chaque effort conscient, chaque geste réfléchi te rapproche de ton plein potentiel. Ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Respecte-toi, prends soin de toi et engage-toi à devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. C'est ton devoir, ton droit et la fondation sur laquelle toute vie significative est construite. Étape 3, la vision. Tu dois apprendre à déterminer comment agir envers toi-même afin de devenir, et surtout de rester, une bonne personne. Ce n'est pas seulement pour ton propre bien-être, mais aussi pour celui du monde qui t'entoure. Car le monde ne deviendra pas meilleur par hasard. Le ciel, l'idéal de justice, de bonté et de paix, ne tombera pas du ciel de lui-même. Nous devons travailler à le créer, pierre après pierre, action après action. Pour cela, il est essentiel de te renforcer toi-même. Renforce ton esprit, ton corps et ton caractère afin de pouvoir affronter les épreuves, les jugements et les obstacles que la vie mettra sur ton chemin. Imagine ces défis comme des anges puissants et des épées de feu qui testent ta volonté et ton intégrité. Il te faudra être prêt, solide et inébranlable. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la vision et de la direction. Ces forces sont irrésistibles. Une vision claire, une direction définie, peuvent transformer ce qui semble insurmontable en chemin possible, en opportunité d'avancer et de grandir. Commence par toi-même. Prends soin de toi. Définis qui tu es. Affine ta personnalité. Choisis bien ta destination. Formule clairement ce que tu es et ce que tu veux devenir. Comme le soulignait si brillamment le grand philosophe allemand Friedrich Nietzsche, celui qui a un « pourquoi » peut supporter presque n'importe quel « comment ». Avoir une direction, un objectif, un sens à ta vie te donne la force de surmonter les épreuves et les douleurs que tu rencontrerais autrement. En comprenant ton propre enfer, les limites, les erreurs, les faiblesses et les souffrances qui te hantent, tu peux faire un choix conscient. Ne pas y aller, ne pas créer ce cercle destructeur. Tu peux viser ailleurs, chercher le chemin qui mène à quelque chose de meilleur et consacrer ta vie à cette direction. Cela te donnera un sens profond, une raison d'être avec un grand R. Cela justifie ton existence, même dans les moments difficiles, et transforme les aspects les plus douloureux de ta vie en tremplin vers la croissance. Cette démarche remplace la honte, le doute et la conscience paralysante de soi par la fierté naturelle et la confiance affirmée de quelqu'un qui a appris à marcher de nouveau avec Dieu dans le jardin de sa propre vie. Mais pour atteindre cela, il faut commencer petit. Commence par te traiter toi-même comme quelqu'un dont tu es responsable, comme un être que tu dois protéger et aider à grandir. Il faudra mettre en place des actions concrètes, des habitudes qui soutiennent ton développement. Prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton environnement et de tes relations. Définis tes valeurs et agis selon elles. Choisis tes batailles, mais choisis aussi tes objectifs, tes rêves et tes missions. Oriente ta vie de manière à créer le maximum de bien autour de toi, tout en te construisant toi-même. Chaque pas, chaque effort pour te renforcer, chaque décision consciente d'éviter ton enfer personnel te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. En poursuivant cette voie, tu ne te contentes pas de survivre. Tu deviens capable de contribuer à rendre le monde meilleur, de guider, d'aider et d'inspirer. Tu deviens un point de lumière, une force qui transforme ce qui semblait chaotique en ordre, ce qui semblait impossible en possible. Commence aujourd'hui. Détermine ton pourquoi, clarifie ton objectif et engage-toi à marcher avec courage, discipline et honnêteté. Traite-toi avec respect,
Prends soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément et observe comment ta vie, ton esprit et ton monde commencent à se transformer. Étape 4. La motivation. Tu dois apprendre à être motivé. La motivation n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Elle se construit, elle se cultive et elle exige que tu investisses de l'effort conscient dans ta vie. Sans motivation, même les meilleures intentions restent des idées vides. Il te faut donc trouver ce qui peut réellement t'inciter à agir, ce qui peut te pousser à te lever chaque jour, à avancer malgré les difficultés et à transformer tes objectifs en réalité. Alors, où trouver cette motivation? Elle peut provenir de plusieurs sources, et pour mieux la comprendre, on peut s'inspirer des 5 grands traits de personnalité, connus en psychologie comme le modèle du Big Five. Ces traits peuvent t'aider à identifier ce qui te pousse à agir, ce qui te fait vibrer et ce qui te donne l'énergie nécessaire pour progresser. Et si tu es extraverti, tu es naturellement motivé par la connexion sociale. Les amitiés, les interactions humaines, le fait de te sentir entouré et compris peuvent être une source immense d'énergie pour toi. Les relations et la camaraderie deviennent alors un moteur puissant pour avancer et réaliser tes projets. Et si tu es agréable, tu es motivé par l'intimité et les relations profondes. L'envie de construire des liens sincères, d'aimer et d'être aimé, de soutenir et d'être soutenu, peut te pousser à t'investir dans ta vie avec constance et sensibilité. Et si tu es moins conciliant ou plus compétitif, tu trouves ta motivation dans la réussite et la compétition. Le désir de gagner, de surpasser les défis, de prouver ta valeur et de te mesurer aux autres peut te pousser à travailler dur et à te dépasser. Aussi tu es ouvert d'esprit et créatif, tu es motivé par l'innovation et l'expression personnelle. La créativité, les projets originaux, les idées nouvelles et l'exploration de domaines inconnus peuvent être le carburant qui te pousse à te lever chaque matin avec enthousiasme. Si tu es plus névrosé ou sensible à l'insécurité, ta motivation peut venir du besoin de sécurité et de stabilité. Le désir de protéger ce qui est important, d'anticiper les risques et de te créer un environnement sûr peut te pousser à l'organisation, à la planification et à la discipline personnelle. La clé est de reconnaître tes sources personnelles de motivation et de les utiliser consciemment. Chaque trait de personnalité peut devenir un levier puissant si tu l'exploites avec intelligence et intention. En comprenant ce qui te motive vraiment, tu peux adapter tes objectifs, tes routines et tes actions pour rester engagé et résilient, même face aux obstacles. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ta motivation et ta discipline ne peuvent réellement prendre racine que si tu as une vision claire de ta vie. Et cette vision, elle doit être réfléchie profondément dans tous les aspects importants de ton existence. Demande-toi sérieusement, si, d'ici 3 à 5 ans, je prenais vraiment soin de moi, si je me disciplinais correctement, si je mettais en place les bonnes habitudes, à quoi ressemblerait ma vie idéale? Que voudrais-tu pour tes amitiés? Quel type de relation veux-tu entretenir? Des amis fidèles, bienveillants, avec qui tu partages des valeurs et des projets, ou des fréquentations superficielles qui ne t'apportent rien? Que voudrais-tu pour ta vie intime? Veux-tu construire une relation amoureuse solide, fondée sur l'amour, la confiance et le respect? Comment voudrais-tu structurer ta famille? As-tu envie de bâtir un foyer harmonieux, d'assumer ton rôle avec responsabilité et fierté? Que voudrais-tu pour ta carrière? Où veux-tu être professionnellement dans quelques années? Quelles compétences veux-tu développer? Quels résultats veux-tu obtenir? Comment veux-tu utiliser ton temps libre? Tes loisirs, tes passions, tes projets parallèles sont-ils alignés avec ce que tu veux vraiment devenir? Et ta santé mentale et physique? Comment comptes-tu préserver ton énergie, ton équilibre intérieur, ton bien-être corporel? Est-ce que tu prends soin de toi? Ou est-ce que tu laisses le stress, la fatigue ou même les excès, alcool, drogue, distraction, prendre le dessus? Ces questions ne sont pas secondaires. Elles sont vitales, parce qu'en les affrontant honnêtement, tu commences à bâtir une vision globale de ta vie. Et sans vision, il est impossible d'avancer. Une fois que tu as défini ce que tu veux vraiment, la deuxième étape est de transformer cette grande vision en objectifs concrets. Et ces objectifs doivent ensuite être décomposés en micro-actions, des petites tâches quotidiennes, simples mais régulières, qui, mises bout à bout, t'amènent droit vers ton idéal. C'est là que la magie opère. Ces micro-actions deviennent elles-mêmes gratifiantes. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe ces petites victoires à ton grand but. Ton système de récompense interne, ce fameux moteur dopaminergique, s'active. Résultat, chaque effort, aussi petit soit-il, te rapproche de ton objectif et devient source de satisfaction. Mais attention,
Pour que ce système fonctionne, il faut que ton objectif soit réellement valable et profondément motivant. Si tu n'as pas un but qui a du sens, tu n'auras aucune énergie. Tu te lèveras sans enthousiasme, tu feras les choses à moitié et tu finiras par abandonner. C'est pourquoi tu dois avoir deux visions en parallèle. Une vision claire de ton idéal, de ce que tu veux atteindre, qui te donne envie de te lever chaque matin. Une vision claire aussi de ce que tu veux absolument éviter. L'échec, le chaos, la souffrance, l'isolement. Cette peur de tomber dans le pire peut être un moteur puissant qui complète ton désir de réussir. Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi agir? Pourquoi me battre? Parce que rester passif, ne rien faire, c'est la voie la plus simple, mais aussi la plus destructrice. La vraie réponse doit être « parce que c'est worthwhile, parce que ça en vaut la peine ». Et comment savoir ce qui en vaut la peine? D'abord en consultant ton propre tempérament, en voyant ce qui résonne avec ta personnalité. Ensuite, en observant la vie, les choses que les êtres humains valorisent depuis toujours. Une famille solide, des amitiés sincères, un travail qui a du sens, une santé préservée, une éducation qui élève, des loisirs enrichissants. Voilà ce qui construit une existence riche. Si tu n'as rien de tout ça, alors il ne te reste que le vide, la souffrance et l'amertume. Et ça, c'est la pire des vies. Mais si tu prends au sérieux chacun de ces piliers, si tu construis pas à pas une vie équilibrée, tu découvriras une chose incroyable. Tu auras non seulement une direction, mais aussi une force intérieure inépuisable pour continuer à avancer. En bref, définis ton idéal, décompose-le en micro-actions quotidiennes. Associe ton système de récompense interne à ce but et avance avec une double motivation, l'attrait du meilleur et la peur du pire. C'est ainsi que tu bâtiras une vie qui vaut réellement la peine d'être vécue. Étape 5. La valeur. La dure réalité de la comparaison dans le monde moderne. Autrefois, il était bien plus facile pour un individu de trouver sa place, de se distinguer, d'exister en tant que personne reconnue dans sa communauté. Quand les sociétés étaient composées principalement de petites villes rurales ou de villages, chacun avait une opportunité d'exceller dans un domaine bien défini. Dans ce contexte réduit, il y avait toujours une reine du bal, un champion d'orthographe, un prodige en mathématiques ou un joueur de basketball exceptionnel. Il n'y avait qu'un ou deux mécaniciens dans toute la région, quelques professeurs seulement, et chacun d'eux pouvait être perçu comme une figure de référence, un héros local. Cette reconnaissance sociale, aussi modeste soit-elle, apportait une profonde satisfaction et nourrissait la confiance en soi. Les victoires, même petites, permettaient de ressentir ce qu'on appelle la sérénité du vainqueur, ce sentiment de fierté légitime qui naît lorsque nos efforts sont reconnus. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles les statistiques montrent que les individus nés dans de petites villes sont surreprésentés parmi les grands accomplis. Grandir dans un espace réduit donne la possibilité de briller, d'expérimenter la reconnaissance, de goûter à l'importance d'être quelqu'un pour les autres. Mais aujourd'hui, tout a changé. Nous vivons dans des villes immenses, hyper connectées au reste du monde. Grâce à Internet, nous sommes quotidiennement exposés à la performance, au succès, à la richesse et au talent des autres. Nous avons littéralement accès à une comparaison avec les 7 milliards d'individus qui habitent cette planète. Résultat, les hiérarchies de réussite sont devenues vertigineuses, presque inhumaines. Peu importe ton niveau de compétence, peu importe ton domaine d'expertise, il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, de plus reconnu, de plus brillant, de plus riche. Peut-être joues-tu très bien de la guitare, mais il y a Jimmy Page, Jack White et des milliers d'autres guitaristes qui te font paraître amateur. Peut-être es-tu un excellent cuisinier, mais face aux grands chefs étoilés qui inventent des plats futuristes, la recette familiale transmise par ta mère semble soudainement banale. Tu as beau réussir dans ton entreprise, ton quartier ou ton pays, il y aura toujours un PDG avec un yacht plus grand, une montre plus sophistiquée, une réussite encore plus éclatante. Même les stars mondiales ne sont pas épargnées. La plus belle actrice d'Hollywood finit par se transformer en une reine inquiète, obsédée par l'idée qu'une nouvelle Blanche-Neige viendra lui voler la lumière. Le temps, la jeunesse, la beauté, tout cela finit par s'échapper et la comparaison devient un fardeau permanent. Alors toi, dans ton quotidien, tu peux être tenté de te dire « Ma carrière est insignifiante. Oh, mon style de vie est médiocre. Mes efforts n'ont aucune valeur. Pourquoi me battre quand d'autres font tellement mieux ?» Tu pourrais même conclure avec cynisme. À quoi bon? Même si j'étais Premier ministre du Canada,
quelqu'un d'autre serait président des États-Unis. Et c'est là que réside le danger. Car en nous, chacun de nous, habite une voix intérieure critique. Une voix qui connaît parfaitement nos faiblesses, qui prend un malin plaisir à pointer du doigt nos insuffisances. Elle nous murmure sans cesse que nous ne sommes pas assez talentueux, pas assez beaux, pas assez riches, pas assez intelligents. Cette voix peut être dévastatrice. Elle peut étouffer la confiance, détruire la motivation, plonger dans l'amertume et la résignation. Mais, et c'est essentiel de le comprendre, elle a aussi une fonction vitale. Car cette voix critique existe pour une raison. Elle nous rappelle que la médiocrité a des conséquences réelles. Une chanson mal écrite est désagréable à écouter. Un bâtiment mal conçu peut s'effondrer et tuer des vies. Une voiture de mauvaise qualité peut causer la mort dans un accident. L'incompétence et l'insuffisance ne sont pas seulement des défauts. Elles coûtent cher, parfois très cher. C'est pour cela que l'existence de standards élevés est nécessaire. Oui, la critique fait mal. Mais sans critique, sans exigence, sans objectifs ambitieux, l'humanité s'enliserait dans une médiocrité dangereuse. Alors que faire? Faut-il se résigner à toujours être moins que les autres? Faut-il se laisser détruire par cette comparaison permanente? Non. La clé est de transformer cette pression extérieure en carburant intérieur. Au lieu de laisser la critique intérieure t'écraser, tu dois l'utiliser comme une boussole. Cette voix ne doit pas devenir ton bourreau, mais ton professeur. Elle ne doit pas te dire « abandonne », mais « progresse ». La vérité est simple, oui, il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Mais tu n'as pas été mis sur terre pour être meilleur que tout le monde. Tu as été mis sur terre pour être meilleur que la version d'hier de toi-même. Et c'est là que se joue ton vrai combat, non pas contre les autres, mais contre ta propre paresse, contre ton indiscipline, contre ton refus d'évoluer. Le monde moderne t'impose des standards élevés? Tant mieux. Utilise-les. Inspire-toi de ceux qui réussissent. Apprends de ceux qui excellent. Mais ne te compare pas dans une logique d'écrasement. Compare-toi dans une logique d'élévation. Rappelle-toi, même la plus petite amélioration personnelle, répétée chaque jour, finit par créer une différence énorme sur le long terme. La médiocrité a des conséquences? Oui, mais l'effort constant, même minime, en a aussi, et ces conséquences sont extraordinaires. Étape 6. L'importance des standards et le piège de la voix critique. Il faut d'abord comprendre une vérité fondamentale, les standards sont nécessaires. Dans la vie, nous ne sommes pas égaux en capacité ni en résultat, et nous ne le serons jamais. C'est une loi implacable de l'existence. Une petite minorité d'individus produit une immense partie de tout ce qui existe dans ce monde. Les gagnants ne prennent pas absolument tout, mais ils prennent la plus grande part. Et il faut le dire clairement, le bas de l'échelle n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Ceux qui s'y trouvent sont souvent malheureux. Ils tombent plus facilement malades. Ils demeurent invisibles, inconnus, oubliés, sans amour ni reconnaissance. Leur vie est gaspillée dans l'ombre et ils meurent souvent dans l'indifférence générale. Face à cette dure réalité, la voix intérieure critique, celle qui vit en chacun de nous, tisse alors une histoire dévastatrice. Elle répète sans cesse que la vie est un jeu à somme nulle, où chaque victoire d'autrui est une perte pour soi. Elle chuchote que notre état naturel est l'inutilité, que la valeur personnelle est une illusion, que nous sommes voués à l'échec. Beaucoup ne trouvent refuge contre cette tempête intérieure qu'à travers une sorte de cécité volontaire. C'est pour cette raison qu'une génération entière de psychologues sociaux a prôné une solution extrême, la pensée positive comme unique chemin fiable vers la santé mentale. Leur credo était clair, laisse le mensonge servir de parapluie contre la pluie. Mais quel programme désespéré! Quelle philosophie sombre, pessimiste et pathétique! Car elle revient à dire que les choses sont tellement terribles que seule l'illusion peut sauver l'être humain. Autrement dit, la vérité est insupportable, réfugions-nous dans le mensonge. Une alternative puissante, changer la manière de jouer. Mais il existe une autre approche, bien plus solide, qui ne nécessite aucune illusion. Pose-toi cette question. Si les cartes sont toujours contre toi, peut-être que ce n'est pas le jeu qui est truqué contre toi, mais le jeu que tu as choisi de jouer qui n'est pas le bon. Peut-être que tu es prisonnier de règles que tu t'imposes sans même t'en rendre compte. Et si, en réalité, tu étais ton propre saboteur? Car si la voix intérieure critique s'acharne toujours sur toi, si elle te fait douter de la valeur de tes efforts, de ton existence, de la vie elle-même, alors il est peut-être temps d'arrêter de l'écouter.
Et plus encore, si cette voix dit exactement les mêmes choses à propos de tout le monde, qu'il soit riche, pauvre, célèbre ou inconnu, talentueux ou médiocre, alors qu'est-ce que ça prouve? Cela prouve que ce qu'elle dit n'est pas de la sagesse, mais du bavardage toxique. Ce n'est pas un jugement juste, mais une bande sonore automatique qui cherche seulement à démolir. Le piège du nihilisme. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Tout le monde le sait. Mais quand cette phrase est utilisée comme argument pour conclure que tout est inutile, alors nous tombons dans un piège, celui du nihilisme. De même, certains disent, dans 1 million d'années, qui se souviendra de quoi que ce soit? Et à cette affirmation, beaucoup répondent par la résignation. Alors rien n'a de sens. Mais la vraie réponse à cette idée n'est pas la résignation. Car n'importe quel idiot peut choisir un cadre de temps tellement vaste que plus rien ne semble avoir d'importance. Ce n'est pas une réflexion profonde, c'est une astuce bon marché de l'esprit rationnel. Te convaincre toi-même que tu es insignifiant, que tes actions sont inutiles, que ton existence n'a pas de valeur, ce n'est pas une preuve de lucidité. C'est un stratagème mental, une tromperie intellectuelle qui se fait passer pour une pensée profonde, mais qui n'est qu'un déguisement du désespoir. La vraie voie. La vérité est que la vie exige des standards. Oui, il y aura toujours des écarts, des inégalités de talent, de succès, de résultats. Oui, certains prennent la plus grande part, et d'autres restent à l'ombre. Mais tu n'es pas condamné à rester en bas. Tu n'es pas obligé de croire la voix qui te dit que tout est inutile. Au lieu de céder au mensonge du nihilisme ou à l'illusion forcée de la pensée positive, tu peux choisir une troisième voie, celle de la responsabilité et du progrès personnel. La clé n'est pas de fuir la vérité par l'illusion, ni de t'écraser sous le poids de la comparaison mondiale, mais de jouer à un jeu différent, un jeu où tu ne cherches pas à battre tout le monde, mais à bâtir la meilleure version de toi-même. C'est dans cette direction que réside la véritable liberté. Étape 7. La souffrance constructive. La vie est une expérience complexe, souvent marquée par la douleur, l'injustice et l'inévitable réalité de la mort. Depuis des millénaires, les traditions religieuses, philosophiques et spirituelles l'ont affirmé sans détour. L'existence est souffrance. C'est une vérité difficile à accepter, parce qu'elle bouscule notre désir naturel de bonheur et de sécurité. Pourtant, fermer les yeux sur cette réalité ne la fait pas disparaître. Bien au contraire, cela nous fragilise davantage lorsque les épreuves finissent par frapper à notre porte. Pensez grec un instant. Toutes les personnes que vous aimez, tôt ou tard, quitteront ce monde. Vous aussi, vous devrez affronter votre propre finitude. Entre-temps, la route est jalonnée de maladies, d'injustices, de pertes, de trahisons, de frustrations et de douleurs. Comment ne pas ressentir de la colère ou du ressentiment face à un tel constat? Comment ne pas se dire que l'existence est profondément injuste? Oui, il y a 1000 raisons de céder au désespoir, 1000 raisons d'accuser la vie, Dieu ou le destin. Mais céder à ce ressentiment, c'est ouvrir une porte dangereuse. Car dès l'instant où vous laissez la colère guider vos actions, vous rendez le monde encore plus sombre que vous ne l'avez trouvé. Vous ajoutez de la souffrance à la souffrance. Et c'est là que naît l'enfer, non pas seulement comme un lieu mythologique, mais comme une réalité psychologique et sociale, une spirale de douleur et de haine. L'enfer est décrit comme un abîme sans fond, parce qu'il n'existe pas de limite au mal que les êtres humains peuvent créer lorsqu'ils abandonnent toute responsabilité. Peu importe à quel point une situation est déjà catastrophique, il y a toujours quelqu'un capable de l'aggraver encore, par sa cruauté, sa lâcheté ou son indifférence. Alors, que faire face à cette condition tragique? La seule réponse valable, c'est d'accepter la souffrance comme une donnée inévitable de la vie, puis de se donner pour mission de la réduire, pour soi-même et pour les autres. Et ce travail commence par une décision intime, mettre de l'ordre en soi, devenir une personne plus forte, plus fiable et plus responsable. Imaginez un instant, un père de famille meurt brutalement. Le choc est terrible. Dans une telle situation, certains s'effondrent, incapables de gérer la douleur. Mais d'autres, malgré leur chagrin, trouvent la force de tenir debout, d'organiser les obsèques, de soutenir les proches, d'être un pilier quand tout vacille. Voilà ce que signifie mettre de l'ordre en soi. Ce n'est pas ignorer sa douleur, c'est se préparer à l'affronter avec dignité, pour que son fardeau ne devienne pas un poids supplémentaire pour les autres. Bien sûr, ce chemin n'est pas simple. Chacun de nous connaît ses faiblesses, ses failles, ses zones d'ombre. Nous savons très bien ce qui, en nous, mérite d'être corrigé. Paresse, impulsivité,
rancune, jalousie, désorganisation. La liste est longue. Mais au lieu de nier ses défauts, il faut avoir le courage de les regarder en face et de commencer à les polir, même un peu. Chaque petite amélioration, chaque progrès, aussi minime soit-il, nous rend plus solides face à l'adversité. Et c'est précisément là que se trouve la clé. La manière de surmonter la souffrance de la vie, ce n'est pas d'espérer qu'elle disparaisse, mais de devenir un être humain capable de l'affronter. Plus vous vous élevez, plus vous développez vos qualités morales, intellectuelles et spirituelles, plus vous transformez cette souffrance en moteur de croissance. Mais il y a un prix à payer, la responsabilité. Vivre une vie pleine de sens, c'est accepter que tout ce que vous faites a du poids, que chaque acte, chaque parole, chaque choix contribue à façonner votre existence et influence celle des autres. Voilà ce qu'est une vie véritablement significative, une vie où rien n'est neutre, où chaque geste compte. Cela peut sembler écrasant, car cela signifie que vous devez porter un fardeau constant. Mais c'est aussi ce qui donne une direction, une valeur et une dignité à votre parcours. À l'inverse, vous pourriez choisir la facilité. Vous pourriez rejeter la notion de responsabilité, prétendre que rien n'a de sens et vous laisser porter par vos désirs immédiats. Dans ce cas, vous seriez libre de faire ce que vous voulez, sans attache ni contrainte. Mais qui gagneriez-vous vraiment? Une existence vide, superficielle, gouvernée par l'ennui et l'insatisfaction. Car sans direction, sans but supérieur, il ne reste que la souffrance nue et stérile. Voilà donc le dilemme. Soit vous acceptez la souffrance et vous décidez de la transcender en devenant quelqu'un de meilleur, soit vous l'ignorez et vous sombrez dans l'absurdité et le vide. La vraie question à se poser est « Qu'est-ce que je poursuis vraiment? Cherchez-je le confort de l'irresponsabilité ou bien l'honneur d'une vie pleine de sens? Soyez honnête avec vous-même, et vous verrez vite que la partie la plus profonde de votre être, cette part de votre âme qui refuse la médiocrité, vous pousse vers le sens. Oui, ce chemin est ardu. Oui, il demande du courage, de l'effort et du sacrifice. Mais c'est le seul capable de transformer la douleur inévitable de l'existence en une force créatrice, en une lumière qui éclaire votre chemin et celui des autres. Étape 8. L'héroïsme quotidien. Dans mes propres périodes d'obscurité, au plus profond de l'âme, je me surprends souvent à être à la fois dépassé et émerveillé par la capacité des êtres humains à s'entraider, à aimer et à persévérer malgré la souffrance. Chaque jour, je constate des gestes de solidarité, de courage et de dévouement qui passent inaperçus aux yeux de la majorité, mais qui sont, en réalité, la colonne vertébrale invisible qui maintient le monde en marche. Je pense à cet homme, blessé et handicapé après un accident de voiture, qui a néanmoins continué à travailler pendant des années dans une entreprise locale de services publics. À ses côtés, un collègue atteignait d'une maladie neurologique dégénérative. Chacun compensait les faiblesses de l'autre, chacun trouvait en l'autre un soutien silencieux pour accomplir ce qui semblait parfois impossible. Cette coopération discrète, cette capacité à continuer à faire ce qui doit être fait, représente ce que j'appelle l'héroïsme quotidien. Ce n'est pas l'exception, mais la norme. La plupart des individus affrontent des défis immenses, maladies chroniques, blessures, stress émotionnel, pertes personnelles. Pourtant, malgré ces obstacles, ils se lèvent chaque matin, accomplissent leurs responsabilités, prennent soin de leur famille, de leurs collègues, de leur communauté. Même lorsque la vie leur offre un rare moment de répit, un jour de santé ou de stabilité, il y a presque toujours un proche en crise, un problème urgent, une situation imprévisible qui exige leur attention et leur courage. Et pourtant, ils continuent. C'est là que réside le véritable miracle, dans la persévérance silencieuse, dans la constance de ceux qui, malgré la douleur et les imperfections de leur existence, choisissent d'agir correctement, de se lever pour les autres, de maintenir l'ordre et la cohésion dans le chaos. Ces actes, bien que modestes et souvent invisibles, sont à mes yeux les plus grands triomphes de l'humanité. Ils méritent admiration, gratitude et respect profond. Nous devons comprendre que l'existence humaine est, par nature, limitée et fragile. Chaque individu porte un poids immense, la vulnérabilité mortelle, la tyrannie des institutions, la cruauté de la nature et des circonstances imprévisibles. Aucun animal ne subit une telle charge existentielle. Chaque être humain, confronté à la maladie, à la perte, à l'échec, doit trouver en lui la force de continuer à avancer. Et pourtant, la majorité le fait. Cela devrait nous émerveiller.
Je suis frappé par la façon dont les gens parviennent à agir de manière productive et attentionnée envers les autres, même lorsqu'ils sont eux-mêmes brisés, fatigués ou déprimés. Pensez à toutes les fonctions invisibles qui maintiennent nos vies en équilibre, l'eau qui coule dans nos maisons, le chauffage qui nous protège du froid, l'électricité qui alimente nos ordinateurs, nos téléphones, nos hôpitaux. Derrière chacune de ces commodités se trouvent des êtres humains ordinaires, eux aussi confrontés à la souffrance et aux défis de la vie, qui choisissent de remplir leurs responsabilités, jour après jour, avec courage et constance. Il existe toujours des tentations de sombrer dans le ressentiment, la haine, l'amertume envers le monde et soi-même. Certains cèdent et se perdent dans l'ombre, mais beaucoup refusent de laisser la colère ou la frustration guider leurs actions. Malgré les pertes, les échecs, les imperfections et parfois la laideur du monde, ils continuent. Et c'est là encore un miracle, la capacité des êtres humains à trouver la force de se lever, de sourire, d'agir avec dignité et responsabilité malgré la cruauté et l'injustice de l'existence. Cette vision nous enseigne une leçon fondamentale. La haine envers soi-même ou envers les autres ne peut constituer l'intégralité de notre perception du monde. Elle doit être équilibrée par la gratitude et l'émerveillement. Gratitude pour ceux qui maintiennent la société en marche, pour ceux qui accomplissent silencieusement des actes de courage et de compassion. Émerveillement devant la capacité des êtres humains à créer, à soutenir, à persévérer, même lorsque tout semble perdu. C'est cette reconnaissance qui doit tempérer le mépris de soi et la critique interne. Comprendre et accepter la souffrance de l'existence, tout en admirant les triomphes quotidiens de l'ordinaire et du remarquable, constitue le fondement d'une vie équilibrée. Une vie où l'on peut continuer à avancer, à créer, à aimer et à soutenir les autres, malgré les limites et les tragédies inévitables. En fin de compte, ce qui rend l'existence humaine exceptionnelle, ce n'est pas l'absence de douleur ou d'échec, mais la capacité de trouver le courage et la persévérance au cœur même de cette adversité. C'est dans cette tension entre souffrance et effort, entre vulnérabilité et responsabilité, que naît la véritable grandeur. Chaque petit geste de solidarité, chaque acte d'attention, chaque décision de continuer malgré tout est une victoire sur l'adversité. Ces victoires silencieuses, cumulées, maintiennent le monde debout. Et cela mérite d'être reconnu, célébré et profondément respecté. Étape 9. Le risque. Dans la vie, il arrive que vous vous retrouviez à mi-chemin d'un projet, d'une décision ou d'une voie que vous avez choisie, et soudainement, vous réalisez que vous pourriez vous être trompé. Et alors surgit ce dilemme fondamental. Faut-il persévérer ou abandonner? Comment distinguer l'erreur d'une simple excuse pour fuir? C'est une question d'une profondeur morale et psychologique immense, car elle touche à votre intégrité, à votre responsabilité personnelle et à la façon dont vous choisissez de faire face à vos limites. Vous devez comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes jamais totalement transparent avec vous-même. Vos peurs, vos désirs, vos illusions et vos jugements intérieurs brouillent constamment votre perception. Pourtant, malgré cette opacité intérieure, il vous faut agir. Il faut apprendre à écouter vos doutes sans leur obéir, à distinguer la sagesse de votre voix intérieure de ces bavardages destructeurs. Certaines pensées vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vos efforts sont vains, que le monde est contre vous. Ce n'est pas toujours vrai. Ces pensées ne sont pas toujours de la sagesse. Parfois, elles sont simplement le mécanisme de votre peur, votre esprit essayant de vous protéger de l'inconfort. Alors que faire? Une règle essentielle que je transmets à ceux que j'accompagne est la suivante. Vous pouvez changer de cap, mais seulement si le prochain défi que vous choisissez est aussi difficile, voire plus exigeant que le précédent. Cela empêche l'abandon facile et vous oblige à vous discipliner, à structurer votre vie, à vous organiser pour être prêt lorsque la véritable direction se présente. La vie est un apprentissage constant. Chaque erreur, chaque difficulté, chaque échec devient une pierre sur laquelle vous pouvez bâtir votre force. Peu importe la nature exacte de cet apprentissage, ce qui compte, c'est qu'il soit rigoureux, exigeant et réel. La vie n'est jamais un chemin simple. Elle est une succession d'obstacles, de défis et de souffrances. Mais c'est dans cette confrontation avec la difficulté que réside la grandeur. Vous devez accepter que tout ce qui est significatif exige effort, responsabilité et courage. Rien de valable ne vient sans lutte. La souffrance n'est pas une punition. Elle est la matière première à partir de laquelle vous pouvez façonner votre caractère et votre destinée.
Nous vivons dans un monde où il est facile de se sentir insignifiant. Partout, quelqu'un fait mieux que nous. Quelqu'un excelle plus, réussit plus, possède plus. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison et du nihilisme. Tout est inutile, rien ne compte. Mais ce n'est pas vrai. La question n'est pas de savoir si vous êtes le meilleur, mais si vous devenez la meilleure version de vous-même. Tout ce que vous faites compte, chaque effort, chaque décision, chaque action que vous prenez pour avancer vers votre idéal personnel a de la valeur. Pour naviguer dans cette vie complexe, vous devez apprendre à structurer votre existence. Vous devez définir vos priorités, vos objectifs et vos valeurs. Vous devez identifier ce qui est essentiel et apprendre à dire non à tout le reste. Vous devez comprendre vos forces et vos limites, reconnaître vos faiblesses et les transformer en points d'apprentissage. Vous devez vous discipliner pour rester sur la voie que vous avez choisie, même lorsque c'est difficile, même lorsque vous êtes tenté d'abandonner. Changer de cap ne signifie pas fuir. Cela signifie ajuster votre trajectoire pour continuer à progresser. Cela exige une lucidité impitoyable sur vous-même et un engagement envers votre croissance. La vraie force ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité à la supporter, à l'affronter et à la transformer en moteur de votre évolution. Et pourtant, malgré les difficultés, malgré la souffrance et les pertes, malgré vos imperfections, il existe en vous une capacité infinie à être bon, utile et généreux. Observez autour de vous, les gens continuent de se soutenir mutuellement, de prendre soin de leurs proches, de faire tourner le monde malgré leurs blessures personnelles. Chaque jour, des individus luttent contre la douleur, les maladies, les obstacles et continuent de travailler, d'aimer, de créer et de protéger. Cela, à mes yeux, est miraculeux. Cette capacité humaine à persévérer malgré tout est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Le véritable apprentissage vient de cette confrontation quotidienne avec l'adversité. Chaque effort que vous fournissez pour devenir plus fort, plus discipliné, plus vertueux, chaque action pour améliorer votre vie ou celle des autres est significative. La discipline, la responsabilité et l'intégrité sont vos outils les plus puissants. Ils vous permettent de naviguer entre le relativisme moral, la multiplicité des voies possibles, et l'absolu moral, l'exigence de choisir une voie et de la suivre avec sérieux. En fin de compte, la vie est un test constant de votre courage, de votre volonté et de votre capacité à transformer la souffrance en force. Vous devez apprendre à reconnaître vos erreurs sans vous juger trop sévèrement, à vous relever après chaque chute, à continuer malgré les doutes et à rester engagé envers votre croissance. Votre tâche est de devenir la meilleure version de vous-même, de jouer pleinement le jeu que vous avez choisi, de transformer chaque difficulté en occasion d'apprendre et de vous surpasser. C'est cela, la véritable maîtrise de soi. C'est cela, la vie signifiante. Et c'est ce que chaque personne, confrontée à la souffrance et à l'incertitude, peut accomplir si elle choisit de se lever, de se discipliner et de se confronter au monde avec courage et intégrité. Étape 10. La discipline. Dans la vie, il est crucial de choisir au moins une voie dans laquelle vous deviendrez expert. Et je ne parle pas simplement de faire quelque chose, il ne s'agit pas de toucher à tout superficiellement, de rester dans la dispersion ou de se contenter de passer à côté. Non, il s'agit de vous plonger entièrement dans une direction précise, de rassembler toutes vos forces, toutes vos motivations parfois contradictoires, toutes ces émotions dispersées et même ces faiblesses que vous tentez d'ignorer pour les unifier et les diriger vers un objectif commun. C'est ce que j'appelle un acte de centralisation intérieure, un effort de cohérence et de clarté dans votre esprit. Sans cette unité, vos efforts se dispersent, vos ambitions se diluent et vous risquez de tourner en rond sans jamais progresser réellement. Imaginez votre esprit comme un char ancien tiré par de multiples chevaux. Si chaque cheval tire dans une direction différente, le char reste immobile, ou pire, il se renverse. Mais si tous les chevaux sont alignés, tirant dans la même direction, le char avance avec puissance, rapidité et stabilité. Ainsi, unifier ses forces intérieures, c'est comme atteler tous ces chevaux ensemble. C'est le point de départ pour atteindre vos objectifs. Et ce n'est pas seulement une métaphore. Chaque pensée que vous clarifiez, chaque émotion que vous canalisez, chaque motivation que vous comprenez et alignez, vous rapproche concrètement de la maîtrise de votre vie. Cette intégration, ce processus de discipline intérieure, est fondamental pour le développement humain. Un enfant n'est comme un ensemble désordonné de désirs,
d'impulsions, d'émotions contradictoires et de curiosités instinctives. Il doit apprendre à ordonner ce chaos, à transformer ses élans épars en actions cohérentes. D'abord, il joue seul. Il apprend à structurer ses efforts, à mesurer ses réussites et ses échecs, à comprendre les conséquences de ses choix. Puis, il commence à jouer avec les autres, il apprend la coopération, l'empathie, la responsabilité. Chaque étape est une forme d'intégration. Et cette intégration n'a rien à voir avec la répression de soi ou la subjugation de ses désirs. Elle est la maîtrise harmonieuse de soi, le pouvoir de canaliser vos énergies pour qu'elles travaillent ensemble et non les unes contre les autres. Se discipliner, c'est accepter que votre vie n'est pas un chaos aléatoire, mais un terrain sur lequel vous pouvez exercer une influence directe. C'est comprendre que chaque effort, chaque choix, chaque petite action compte. La discipline n'est pas une servitude, c'est la clé pour devenir maître de soi, pour transformer votre énergie dispersée en force productive et durable. Elle vous permet de définir vos priorités, de fixer vos objectifs et de vous engager pleinement dans un chemin qui a du sens, même si ce chemin est difficile et semé d'embûches. Mais la discipline ne s'arrête pas à la simple organisation. Elle vous prépare à affronter le monde tel qu'il est, avec toutes ses injustices, ses souffrances et ses obstacles. Une fois que vous avez intégré vos forces, vous êtes capable de prendre des décisions conscientes, de choisir vos batailles et de persévérer même lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. Vous pouvez alors vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a de la valeur, et éviter de vous disperser dans des distractions ou des objectifs insignifiants. C'est ce que je recommande à chacun de mes clients. Commencez par vous discipliner pour vous comprendre, pour rassembler vos forces, puis appliquer cette unité à votre vie. Engagez-vous dans un domaine où vous pouvez devenir excellent et mettez toute votre énergie. Car la grandeur ne naît jamais du chaos, mais de l'intégration et de l'effort cohérent. Une fois que vous avez cet ancrage, cette cohérence, vous êtes capable de faire face à n'importe quelle difficulté, de prendre des décisions éclairées et de progresser vers vos buts avec conviction. Se discipliner, ce n'est pas une question de contrôle autoritaire ou d'autoflagellation. C'est la capacité à devenir maître de votre destin, à harmoniser vos capacités, à concentrer votre énergie et à utiliser chaque moment, chaque expérience, chaque échec et chaque succès pour avancer. C'est la différence entre une vie errante et sans but et une vie maîtrisée, significative et pleinement vécue. C'est cette discipline, cette intégration et cette unité intérieure qui vous permettront d'aller là où vous voulez réellement aller et de choisir un objectif qui en vaut la peine, un objectif qui donne un sens profond à votre existence. Conclusion. Si tu as suivi jusqu'ici, c'est que cette contenu t'a apporté un plus. Laisse-nous un like et abonne-toi pour nous soutenir. Voici donc les mots de conclusion de Jackson Green. Vous voilà arrivé au terme de ce guide en 10 étapes pour se concentrer sur soi et transformer votre vie. Mais rappelez-vous, la vraie transformation ne se produit pas simplement en lisant ou en regardant. Elle se produit lorsque vous agissez. Chaque principe que nous avons exploré, le respect de soi, la vision claire, la motivation profonde, la valeur personnelle, la discipline, l'héroïsme quotidien et la capacité à transformer la souffrance en force doit désormais devenir une habitude vivante dans votre quotidien. Ce n'est pas un chemin facile. Il demandera du courage face aux défis, de la persévérance face aux échecs et une clarté constante dans vos choix. Mais chaque effort investi dans votre développement personnel sera récompensé par une vie plus riche, plus puissante et plus alignée avec votre véritable potentiel. Ne laissez plus la vie vous subir. Prenez la responsabilité de vos décisions, de vos actions et de votre destinée. Soyez l'auteur de votre propre succès. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces 10 étapes, un pas à la fois, et observez comment votre existence se transforme, progressivement mais sûrement, en quelque chose de grand, significatif et véritablement digne de vous.